Les Français s'appauvrissent-ils? Notre niveau de vie s'est-il dégradé depuis 20 ans? Honnêtement, on peut se poser la question. En 20 ans, on a connu la crise financière de 2008 qui s'est enchaînée avec la crise de l'euro, la montée du chômage et la mise en place un peu partout en Europe de politiques austéritaires. Ces politiques d'austérité ont été largement contre-productives et ont pénalisé pendant des années tant nos économies que la qualité de nos services publics. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Fallait être visionnaire. Fin 2018, l'épisode des Gilets jaunes a souligné les difficultés rencontrées par les Français les plus modestes. Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture, j'ai travaillé toute ma vie, et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous, faut attendre. Attendez le début du mois il arrive, le 19 ou le 20, on n'a plus un rond pour finir, on n'a rien. Ensuite, on a eu le Covid et les confinements, le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'explosion des prix de l'énergie et les 2 années d'inflation bien forte en 2022 et 2023. 20 ans, c'est aussi le bilan de 4 présidents de la République. Jacques Chirac au début des années 2000, suivi de Sarkozy, son héritier, jusqu'à 2007, puis le socialiste François Hollande à partir de 2012, et depuis 2017, les 2 présidences d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'en 20 ans, le niveau de vie des Français s'est amélioré, a stagné ou a même carrément diminué? Comment ont évolué les inégalités entre les plus riches, les plus pauvres et au milieu les classes moyennes? Est-ce que notre système de redistribution a fonctionné? Et au-delà de ce qu'on gagne, les revenus, il faut regarder ce qu'on possède, le patrimoine. L'explosion des prix de l'immobilier qu'on a connue depuis les années 2000, elle n'a pas fait que des gagnants. Alors, qui est plus riche qui a 20 ans? Qui est plus pauvre? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre ensemble maintenant. Mais juste avant, quelques mots pour vous dire que cette vidéo, elle vient de notre site Osons Comprendre. Si aujourd'hui on la passe en accès libre, c'est notamment parce que, vous verrez, elle est très utile pour éclairer les débats qu'on a en ce moment autour de la taxe Zuckman, et notamment la répartition des efforts entre tous les Français. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement les abonnés Osons Comprendre qui nous donnent les moyens de consacrer tout le temps de recherche nécessaire à des vidéos comme celle que vous allez voir. Si vous appréciez les infos solides et honnêtes, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Vous y trouverez déjà un bon catalogue de plus de 100 vidéos, mais aussi une nouvelle vidéo qu'on ajoute chaque mois en choisissant les sujets avec nos abonnés. S'abonner à Osons Comprendre, c'est aussi le principal moyen de nous soutenir, de soutenir notre travail de recherche et nos vidéos. Et nous, votre soutien, on en a bien besoin. Sans votre soutien, on ne pourrait pas se permettre de dédier toutes ces heures de recherche, de faire toutes ces vidéos, ce serait juste pas possible. Du coup, si vous avez envie de nous soutenir et que vous en avez les moyens, n'hésitez surtout pas à vous abonner à Osons Comprendre, ça nous aidera énormément. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Le SMIC, c'est 7,96 € de l'heure nette. Quelque part, une commission doit décider que 6,84 € c'est pas assez, personne ne peut vivre avec ça, mais que 8,46 € ce serait trop. Faut pas non plus exagérer. Moi, je gagne pas autant. Pour le moment, je gagne rien du tout. Pour savoir si les Français se sont enrichis ou appauvris, la première chose à regarder, c'est ce qu'on gagne tous les mois, alias les revenus. Entre 2003 et 2021, le revenu moyen a augmenté de 15%. On parle là du revenu avant impôt, mais aussi avant des éventuelles aides, des allocations, des aides au logement, un RSA, d'autres minima sociaux ou encore des chèques énergie. Ces 15% d'augmentation, ils sont nets d'inflation. Ça tient compte de l'augmentation des prix entre 2003 et 2021. On a donc vraiment plus 15% de revenus. Mais ce plus 15%, c'est une moyenne, et une moyenne, ça peut cacher des situations très inégales. Quand on regarde l'évolution des revenus, non en moyenne, mais par décile de revenus, c'est-à-dire des 10% des Français qui gagnent le moins jusqu'aux 10% qui gagnent le plus, on se rend compte que notre pays se divise en 3 blocs. Au milieu, du 3e au 9e décile, c'est-à-dire du haut des classes populaires au plus aisé de la classe moyenne, si vous voulez, les revenus, ils ont suivi la moyenne nationale avec peu ou prou plus 15% d'augmentation. Mais aux extrémités, des plus pauvres aux plus riches, la situation est très différente. Les 10% de Français les plus riches, eux, ils ont connu une progression de leurs revenus supérieure à 20%. Et pour le top 1% de Français aux plus hauts revenus, là, l'augmentation, elle dépasse les 40%. Du côté des plus pauvres, le revenu des 10% de Français qui gagnent le moins, il a été divisé quasiment par 2 en même pas 20 ans. C'est la dégringolade. Les 10% suivants, eux, ils ont vu leur revenu complètement stagner depuis 2003, rien à voir avec les 15% d'augmentation de la classe moyenne.
Comment expliquer que la situation aux extrémités soit si différente par rapport à celle qu'a connue la moyenne française? Eh bien, pour comprendre cette montée des inégalités, on va regarder comment ont évolué le revenu des plus pauvres, des moyens et des plus riches année après année. Commençons par les plus pauvres. C'est à partir de 2008 et de la crise financière que les revenus des plus pauvres décrochent. On le voit pour les revenus du deuxième décile, qui jusque-là suivaient la moyenne nationale, mais qui à partir de 2008 s'écartent. C'est aussi à partir de la crise financière de 2008 que le revenu des 10% les plus pauvres commence à s'effondrer. Avant ça, il n'était pas complètement décroché. Faut bien comprendre que ces personnes qui appartiennent aux 10% de Français qui gagnent le moins, ils ont vraiment très peu de revenus avant transferts sociaux. En 2003, ils gagnaient tous moins de 500 € par mois et en 2021, c'est tous moins de 420 € par mois. Un des facteurs majeurs qui explique l'effondrement des revenus de ce D1, c'est l'explosion depuis 2003 de la proportion de gens qui, à l'intérieur du D1, n'ont plus du tout de revenus. En 2003, 30% des personnes du premier décile n'avaient aucun revenu, c'est-à-dire touché 0 € avant les transferts sociaux. En 2018, c'était 40% et en 2021, 46%, soit quasiment la moitié. Cette explosion des revenus nuls à l'intérieur du D1 entre 2018 et 2021, soit pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elle correspond assez bien avec la baisse de 18% des revenus moyens du premier décile qu'on a connu à la même période. Est-ce que cette explosion chez les plus pauvres de la proportion de gens qui gagnent 0 peut s'expliquer par une montée du chômage? Sur la première période, entre 2008 et 2016-17, c'est possible. Avec la crise financière, la crise de l'euro et les politiques austéritaires, il y a bien eu une explosion du chômage durant cette période. Mais après 2017, on voit plus trop de lien entre la courbe du chômage et la montée des personnes sans revenus. Quand on regarde le chômage mesuré par l'INSEE ou le nombre de personnes inscrites à France Travail et qui ne travaillent pas, on voit que le chômage, il a plutôt l'air de diminuer. En apparence donc, ce n'est pas une augmentation du chômage qui explique que récemment, il y ait de plus en plus de personnes avec aucun revenu en France. L'explosion de ces revenus nuls, ça reste un petit mystère à résoudre, mais on y reviendra plus tard. Avant ça, parlons des riches. À partir de quel moment leurs revenus se sont mis à décoller? Pour les 1% les plus riches, le truc à noter quand on regarde l'évolution de leurs revenus depuis 20 ans, c'est la parenthèse François Hollande. On voit bien que la période 2012-2017 forme un creux dans l'augmentation de leurs revenus avant impôt. Comment l'expliquer? Alors on a exploré plusieurs pistes d'explication, mais celle qui nous paraît la plus convaincante, on peut se gourer, on n'a pas lu une étude spécifiquement là-dessus qui nous dit que c'est la clé qui explique tout, mais ce qui nous paraît le plus convaincant, c'est la réforme fiscale de François Hollande qui aligne la fiscalité des revenus du capital sur celle des revenus du travail. En augmentant les taxes sur les revenus du capital, c'est-à-dire sur les dividendes, les intérêts, les loyers ou les plus-values, François Hollande, il a rendu ce type de revenus moins intéressant fiscalement. Et on vous l'a expliqué plusieurs fois, et notamment dans une des premières vidéos de notre site, qui sont les riches? Les plus riches, ils sont souvent propriétaires d'une entreprise. Ils ont donc le pouvoir à la fois de décider s'ils vont se verser ou non des revenus, et de décider si ces revenus, ils vont se les verser sous la forme de revenus du travail, donc de salaire, ou de revenus du capital, donc des dividendes. Il nous semble donc bien probable que, pendant cette période à fiscalité élevée sur les revenus du capital, les plus riches, ils ont décidé de moins se verser de ce type de revenus et donc de garder l'argent dans leurs entreprises. En 2017, l'arrivée au pouvoir du président Macron, ça a été une bénédiction pour eux. Pourquoi? Parce qu'il a immédiatement décidé de supprimer l'ISF et surtout de baisser considérablement la fiscalité sur le capital avec sa flat tax à 30%. Et que s'est-il passé? Eh bien, aux surprises, à partir de cette date, les revenus des 1%, ils ont commencé à monter en flèche. On remarque donc que les 40% d'augmentation des revenus avant impôt des 1% les plus riches, ils tombent pas du ciel. Ils sont le résultat de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, politique dessinée sur mesure pour satisfaire les intérêts de ces 1% de plus riches. Voilà, maintenant on a le tableau général. Depuis 20 ans, le gros de la population a gagné environ 15% de revenus et les inégalités se sont énormément creusées. Les plus riches sont beaucoup plus riches et les plus pauvres sont beaucoup plus pauvres. Mais attention là, même si ce qu'on vient de voir c'est super important, il faudrait surtout pas s'arrêter là. Tout ce qu'on vous a montré, c'est des répartitions de revenus avant que le système social français de redistribution joue son rôle, c'est-à-dire avant qu'on prélève des impôts et qu'on redistribue des transferts sociaux. Là, faut qu'on réponde à une question, est-ce que cette inégalité qu'on retrouve dans la répartition des revenus primaires, est-ce qu'on la voit encore quand on la passe à la moulinette de notre système de redistribution? Est-ce que notre système de redistribution sociale, il est
efficace pour corriger des inégalités de revenus. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On va avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Commençons par une petite définition. Pour savoir ce que gagne chacun après notre système de redistribution, il faut étudier ce que l'INSEE appelle les niveaux de vie. Le niveau de vie, c'est les revenus du ménage, c'est-à-dire le salaire différé, sous forme de pension de retraite ou d'indemnité chômage, ou encore les revenus du capital. Moins les impôts directs, c'est-à-dire principalement les impôts sur le revenu, les cotisations sociales, la CSG et la taxe d'habitation, plus les transferts sociaux. Ça, c'est principalement les allocations familiales, les APL, tous les minima sociaux, c'est-à-dire le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, et aussi quelques primes exceptionnelles comme les chèques énergie ou encore la prime de Noël. Cette somme, revenus moins impôts directs plus transferts sociaux, elle est divisée non pas par le nombre de personnes dans le ménage, mais par ce que les statisticiens appellent des unités de consommation ou UC. C'est une convention internationale qui dit que dans un ménage, le premier adulte y compte pour une unité de consommation, les adultes suivants ou les enfants de plus de 14 ans, c'est 0,5 UC, et les enfants de moins de 14 ans, c'est 0,3 UC. Ça fait que, pour une famille avec 2 adultes, un enfant au lycée et un enfant en primaire, on aura les revenus des 2 adultes, moins leurs impôts, plus les transferts sociaux, divisés par 2,3 UC. Cette formule nous donne le niveau de vie à la fois pour les 2 adultes et aussi pour les 2 enfants. C'est intéressant d'avoir le niveau de vie des enfants pour savoir quels enfants sont exposés dans notre pays au risque de pauvreté. Alors, comment a évolué le niveau de vie des Français depuis 20 ans ? On remarque d'abord que l'enrichissement moyen est un petit peu moins élevé quand on compte en niveau de vie. Les Français en 2021 ont un niveau de vie 13% supérieur à celui qu'ils avaient en 2003. Tout ça tient compte de la redistribution, on vient de l'expliquer, mais aussi, comme précédemment, de l'inflation. Chez les plus pauvres, on voit que la redistribution, elle a fonctionné à plein. Elle a fortement compensé l'effondrement de leurs revenus primaires. Mais c'est loin d'être Byzance, le niveau de vie des plus pauvres, il a quand même un peu baissé pour s'établir en moyenne en 2021 à 770 € par mois. Pour les 10% suivants, après redistribution, ce deuxième décile a rejoint le peloton. Le niveau de vie de ces Français a augmenté en moyenne de 10%, c'est pas fou, mais c'est beaucoup mieux qu'avant redistribution. Leur niveau de vie s'établissait en moyenne à 1230 € par mois. On voit donc que la redistribution, elle améliore grandement le sort des plus pauvres. Mais est-ce que c'est un poids pour les plus riches ? Eh bien, à partir de ces données, ce qu'on peut dire, c'est que redistribuer de l'argent pour empêcher un appauvrissement important des plus pauvres, ça n'a pas empêché le niveau de vie des plus riches d'augmenter. Même après notre système de redistribution, ce sont les 10% les plus riches de notre pays qui ont connu le plus grand enrichissement depuis 2003. Pour avoir une idée de qui c'est, dites-vous que pour être dans ce top 10% en 2021, il fallait avoir un niveau de vie supérieur à 3 670 € par UC. Ce qui nous donne, pour notre couple avec 2 gamins d'avant, un revenu total mensuel après impôts et après transfert de 8 440 € par mois. Difficile donc de les plaindre. À la rigueur, s'il y a une catégorie sociale qui peut s'estimer lésée par la redistribution, c'est plutôt le D9 dont le niveau de vie, depuis 20 ans, a moins augmenté que celui de la moyenne des Français. Maintenant qu'on a dit ça, vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo, toutes nos données s'arrêtent en 2021, c'est-à-dire avant les 2 années d'inflation importante qu'a connue notre pays en 2022 et 2023. L'INSEE vient de sortir là, en novembre 2024, une estimation provisoire du niveau de vie pour 2023. C'est pas les données les plus fiables, donc faut prendre ça avec quelques pincettes, mais ça nous donne quand même une tendance raisonnable. Le premier enseignement, c'est que cette période d'inflation 2022-2023, elle a creusé les inégalités. La moitié des Français qui gagnent le moins a vu son niveau de vie baisser entre 2021 et 2023. Et malheureusement, plus on est pauvre, plus l'inflation a tapé fort. Le premier et le deuxième décile ont tous connu une chute de niveau de vie supérieure à 2% en seulement 2 ans. À l'inverse, la moitié la plus riche de ce pays a continué à gagner en niveau de vie malgré cet épisode d'inflation. Les 10% les plus riches de ce pays ont par exemple gagné 1,7% de niveau de vie malgré l'augmentation des prix. C'est plutôt sympa pour eux.
Qu'est-ce qui explique de telles disparités? Alors il y a bien sûr les hausses différentes de revenus, mais la politique fiscale d'Emmanuel Macron n'y est pas pour rien. En élargissant à partir de 2023 la suppression de la taxe d'habitation aux hauts revenus, Emmanuel Macron a offert 0,4% de niveau de vie supplémentaire aux 10% les plus riches de ce pays. Retenons en tout cas que l'épisode d'inflation élevée 2022-2023 a grandement accentué les inégalités. On peut donc savoir maintenant comment a évolué le niveau de vie des Français depuis 2003 en tenant compte non seulement de la redistribution, mais aussi de l'inflation récente. Alors ça donne quoi? Première chose à dire, j'ai malheureusement l'impression de me répéter, les inégalités se sont énormément accrues. Au total, de 2003 à 2023, le niveau de vie des 10% les plus pauvres a baissé de 5%, alors que celui des 10% les plus riches, lui, il a monté de 20%. Avec 20% d'augmentation de son niveau de vie, le top 10% s'est 2 fois plus enrichi que le reste des Français, qui n'a connu en moyenne qu'une augmentation de 10%. À l'opposé, les 10% les plus pauvres sont la seule catégorie sociale à avoir vu leur niveau de vie baisser depuis les 20 dernières années. Sans surprise, avec un niveau de vie des plus pauvres qui diminue, le taux de pauvreté s'envole. Malgré notre système social, 1 million de personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté depuis 2003. Il existe une mesure statistique qui permet de rendre compte en même temps de l'enrichissement des plus riches et de l'appauvrissement des plus pauvres. C'est le rapport interdécile. Ça, c'est un gros mot pour dire combien de fois le niveau de vie des 10% les plus riches est-il supérieur à celui des 10% les plus pauvres. En 2003, les D10 gagnaient tout juste 6 fois plus que les D1. En 2023, c'est 7,6 fois plus. L'écart entre le niveau de vie des plus riches et celui des plus pauvres s'est accru d'un quart en 20 ans. Et l'essentiel de cette augmentation a eu lieu sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ouais, les inégalités ont plus augmenté durant les 6 ans qui séparent 2023 de 2017 que durant les 14 années qui séparent 2017 de 2003. Nous devons ainsi nous rendre à l'évidence, malgré une redistribution qui a amorti l'effondrement des revenus des plus pauvres, notre pays a connu une augmentation importante des inégalités. Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon? J'ai plus d'argent qu'avant. Ah, ce sont les plus-values de vos placements? De mes placements. Oui. Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5%? C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Maintenant qu'on est au clair sur l'évolution du revenu des Français, on peut regarder comment a évolué leur patrimoine, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent, leur richesse. Entre 2003 et 2021, le patrimoine des plus pauvres s'est effondré. La richesse du premier décile a été divisée par 2. Le patrimoine du deuxième décile a baissé de presque 30% et même celui du D3 est dans le rouge avec moins 5%. À partir du 4e décile, la situation change drastiquement. Le patrimoine du 4e au 9e décile a augmenté de 40 à 50% et celui du 10e décile, lui, a augmenté de plus de 60%. Qu'est-ce qui peut expliquer ce hiatus, ce monumental écart? En un mot, c'est l'immobilier. Quand on regarde ce qui compose le patrimoine des Français, on se rend compte que les 3 premiers déciles n'ont quasiment pas d'immobilier. On parle là des Français qui possèdent moins de 33 200 €. Et encore, ce chiffre veut pas dire grand-chose parce que le gros de ce qu'ils possèdent, c'est ce que l'INSEE appelle le patrimoine résiduel, alias la valeur de leur voiture ou de leurs bijoux s'ils en ont, ou encore la valeur de ce qu'ils possèdent comme équipement dans leur maison. Et le reste, le patrimoine financier des plus pauvres, ça se résume en gros à la valeur de ce qu'ils possèdent sur leur compte courant ou éventuellement sur leur livret A. Ce n'est qu'à partir du 4e décile de patrimoine qu'on voit apparaître les propriétaires, c'est-à-dire celles et ceux qui possèdent de l'immobilier. On voit ensuite que c'est l'immobilier qui constitue le gros de ce que possèdent les 50% de Français les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont un patrimoine supérieur à 177 000 €. Et chez les 10% de Français les plus riches, ceux qui possèdent plus de 700 000 €, en gros, on voit apparaître un nouveau type de patrimoine, le patrimoine professionnel, c'est-à-dire les parts dans les entreprises ou les cabinets de profession libérales qu'ils possèdent. Mais, je vous rassure, l'immobilier reste encore présent. Et le truc, c'est que cet immobilier que ne possèdent pas les 30% de Français les plus pauvres, mais qu'ont tout le reste, en 20 ans, l'immobilier, ça a pris énormément de valeur. Et si l'immobilier a pris de la valeur, c'est pas du tout parce qu'on a construit des nouveaux logements. 86% de toute la hausse de valeur de l'immobilier depuis 98, elle est due simplement à l'effet prix, à l'augmentation du prix des logements.
Et nos 30% de Français au plus petit patrimoine qui n'ont pas d'immobilier, eux, ils subissent une double peine. Non seulement leur patrimoine n'a pas augmenté grâce à l'augmentation de la valeur de l'immobilier, mais en plus, ce sont eux qui consacrent la plus grande part de leurs revenus pour se loger. En 2017, c'est l'année la plus récente qu'on a réussi à trouver, le logement engloutissait 28% des dépenses des Français les plus pauvres, contre seulement 20% au début des années 2000. Pour les plus pauvres, se loger pèse donc de plus en plus lourd sur leur budget. C'est aussi le cas pour les autres Français, mais beaucoup moins. Pour les plus aisés, le poids des dépenses de logement est passé de 16 à 19%. Le poids de leurs dépenses de logement est donc beaucoup plus faible et il a beaucoup moins augmenté. Bref, un fossé se creuse entre la France aisée des propriétaires qui a vu leur patrimoine gonfler avec les prix de l'immobilier et la France des locataires pauvres qui, eux, ont connu une baisse de leur patrimoine depuis 20 ans. Et encore là, dans notre exploration des inégalités de patrimoine qui augmentent, on s'est arrêté au top 10%. Si on zoome sur le plus haut de la pyramide, si on va dans le top 1%, le top 0,1% ou le top 0,01%, là, la hausse, elle est encore plus forte. C'est d'ailleurs le sujet exact d'une autre vidéo Osons comprendre, les milliardaires, un nouveau problème historique. Dans cette vidéo, on voit que si les riches se sont déjà bien enrichis, les ultra-riches, les milliardaires, eux, c'est proprement dingue. Ils ont vu leur richesse multipliée par 3 en seulement 10 ans, une augmentation absolument historique, sans aucune commune mesure avec celle qu'a connue le reste des Français. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, franchement, foncez, elle est 100% complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais avant ça, il est temps de récapituler tout ce qu'on a appris et voir toutes les questions que ça pose. La prochaine chanson est dédicacée à Wig, Dassault, Bolloré, Trahi, tout le bordel, toute la fine équipe. Ouais. S'il vous plaît, les putains de gros riches, faites-moi une petite place. Quand on regarde, comme on vient de le faire, l'évolution des revenus et du patrimoine des Français depuis une vingtaine d'années, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est l'explosion des inégalités. Avant redistribution, les revenus des plus pauvres se sont effondrés et en particulier, de plus en plus de personnes déclarent n'avoir eu aucun revenu. Grâce aux minima sociaux comme le RSA, la redistribution limite fortement la casse. Mais force est de constater que la situation des plus pauvres s'est aggravée, s'est dégradée dans notre pays. Le niveau de vie du premier décile a carrément baissé depuis 20 ans et ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de la pauvreté. Pour les deuxième et troisième déciles, côté revenus, ils ont connu une légère augmentation de leur niveau de vie, mais ils ont complètement décroché par rapport aux classes moyennes. Et côté patrimoine, leur patrimoine a même baissé. Si on ajoute à ça l'augmentation du poids des dépenses de logement dans les revenus des ménages modestes, on comprend que la France populaire, la France d'en bas, a vu son niveau de vie considérablement baisser depuis 20 ans. Elle n'a tiré aucun bénéfice de la croissance économique des 20 dernières années et c'est un énorme problème. Du côté des classes moyennes, c'est pas la même histoire. Leur revenu avant redistribution a augmenté de 15% en 20 ans et après la redistribution, leur niveau de vie a augmenté de 12-13%. Et leur patrimoine, composé essentiellement d'immobilier, lui, il a augmenté de 40 à 50%. Et comme tout ça est compté net d'inflation, on parle d'un vrai enrichissement. Bon, c'est pas un énorme enrichissement non plus, hein. Un niveau de vie qui augmente de 12-13% en 20 ans, c'est pas les 30 glorieuses. Ça augmente, mais on sent pas forcément la différence d'année en année. Mais le truc, c'est que c'est pas facile d'exiger beaucoup plus parce que, depuis 2003, le PIB par habitant net d'inflation, il n'a augmenté que de 15%, soit grosso modo l'augmentation du niveau de vie des classes moyennes. En tout cas, je pense qu'on peut dire que l'image d'une classe moyenne française en déclin, une classe moyenne qui paye tout et n'a droit à rien, qui serait le dindon de la farce du système de redistribution français, c'est une image qui est au mieux très exagérée, voire au pire carrément fausse. Mais ce ne sont pas les classes moyennes qui gagnent le plus, qui se sont le plus enrichis en France. Les grands gagnants des 20 dernières années, c'est les plus riches. Ils se sont le plus enrichis en revenus, en niveau de vie et en patrimoine, bref, à tous les étages. Et plus on monte dans la pyramide, plus on va vers le 1%, plus les gains sont importants. Ça fait que malgré les impôts, malgré la redistribution, malgré le poids du système social, il y a un fait incontestable, depuis 20 ans, les grands gagnants de la vie économique française, ce sont les plus riches. Et on a aussi appris que c'est depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, que les inégalités se sont le plus accrues. Décidément, plus on regarde, plus l'étiquette qu'on a collée à Emmanuel Macron de président des riches semble coller à la réalité.
Maintenant, une fois qu'on a fait tous ces constats, il y a beaucoup de questions qui viennent. Comment faire pour améliorer à nouveau la situation des plus pauvres dans notre pays? Avec la montée des personnes sans revenus, de plus en plus de gens sont coincés dans les minima sociaux. Et en plus de voir leur situation personnelle se dégrader, ces personnes sont montrées du doigt. Les discours politiques qui opposent la France du travail à la France des allocs ne se retrouvent plus seulement à la droite ou à l'extrême droite, où c'est un peu des classiques. On les retrouve même à gauche, dans la bouche de personnes comme Fabien Roussel. Dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocation chômage. Et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail. Alors que penser de tout ça? Quel fondement factuel y a-t-il derrière les discours sur les assistés au RSA qui seraient que des fainéants profiteurs du système? Si ça vous intéresse, on pourrait creuser tout ça. Autre manière de poser le problème, comment faire diminuer les inégalités? On a vu qu'après impôts et redistribution, les plus riches ont 2 fois plus gagné que tout le reste des Français. Et niveau patrimoine, les ultra-riches ont même vu leur fortune exploser. Comment les faire contribuer à leur juste mesure à l'effort fiscal? Peut-on revenir sur les baisses d'impôts sur le capital et comment enfin imposer leur patrimoine qui ne fait que décoller? En ce moment, on débat beaucoup de la taxe Zuckman. Vous savez, c'est cette idée d'un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des plus riches qui vise à ce que les milliardaires et en réalité toutes les personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine contribuent au moins autant à la solidarité nationale que les classes moyennes. Sur cette taxe Zuckman, on peut entendre tout et n'importe quoi, à la fois sur son montant, sur à quel point est-ce qu'elle va étrangler l'activité dans notre pays et à quel point elle va causer un exil fiscal. Vous savez, c'est un départ massif de millionnaires ou de milliardaires. Les abonnés viennent de choisir qu'on consacre une des prochaines vidéos Osons comprendre spécifiquement à ce sujet de la taxe Zuckman, de l'imposition des plus riches et de l'exil fiscal. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est le moment parfait de venir nous rejoindre sur Osons comprendre et de découvrir ce qu'on y fait. Alors, je vous rappelle que l'abonnement est sans engagement, le premier mois est gratuit, vous pouvez découvrir tout le site et ne rester que si ça vous plaît, et que l'abonnement il commence à 3 €. C'est donc très facile de voir comment ça se passe sur Osons comprendre et de voir si ça vous convient. Nous, on fait le pari que oui. Je rappelle que vous pouvez aussi offrir un abonnement Osons comprendre. Ça fait un cadeau sympa, écolo, vous pouvez faire à votre famille ou à vos proches et ça créera de sympathiques discussions. Nous, on se permet d'insister sur tout ça parce qu'en ce moment, on a bien besoin de votre soutien, de vos abonnements ou des abonnements cadeaux. Donc si vous le pouvez et que vous le sentez, n'hésitez pas, c'est super important pour nous. Et je termine par vous remercier chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler à vos amis. Nous, on a fait l'effort de recherche pour vous restituer l'état de notre France et de l'évolution des revenus des différents groupes sociaux sur 20 ans. Mais le destin de ces informations, leur circulation, ça ne dépend que de vous, de vos likes, de vos boosts, de vos partages et d'à quel point vous en discutez avec vos proches. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ici sur Osons causer ou pourquoi pas sur Osons comprendre. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.